Bonsoir Philippe Gomes. Bonsoir. Membre fondateur de Calédonie Ensemble, merci d'avoir accepté notre invitation. Deux plans sont donc sur la table. D'un côté le vôtre, le plan quinquennal, de l'autre celui du gouvernement, le PS2R, porté notamment par l'UNI. On entend depuis des semaines qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux projets. Est-ce que ces déclarations des derniers jours ne montrent finalement pas l'inverse? On a quand même l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les pro-PS2R et les pro-plan quinquennal. Non, il ne peut pas y avoir d'eau dans le gaz. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison simple, c'est que le plan quinquennal s'adresse à l'État. On ne parle qu'à l'État. On ne parle pas de réforme économique, sociale ou fiscale. On demande à l'État trois choses. Première chose, de compenser les recettes fiscales et sociales en moins que perçoivent les collectivités calédoniennes et les régimes sociaux, de façon à ce qu'on puisse voter des budgets en équilibre. Il demande une deuxième chose, c'est que les allocations qui sont versées au titre du régime chômage total et partiel, 30 000 Calédoniens quand même, soit financé par l'État tant que l'activité économique n'a pas repris. Et puis il prévoit une troisième chose, c'est que les entreprises puissent sortir la tête de l'eau avec des aides à la trésorerie aujourd'hui et des aides à la reconstruction demain. Donc il s'adresse exclusivement à l'État. Et puis à côté, il y a le PS2R qui prévoit un certain nombre de réformes économiques, sociales et fiscales. Donc on n'est pas sur le même plan. Deuxième élément, il y a un problème de légitimité. Je m'explique. Le plan quinquennal, il a été adopté à la quasi-unanimité du Congrès. C'est un fait. Il est porté par une délégation qui est allée ensuite à Paris, mais l'ensemble des membres du Congrès l'ont voté. Le PS2R, en l'état actuel des choses, n'a pas été soumis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc, pour qu'il ait la légitimité requise pour être porté, il faut que le Congrès en délibère. Et j'espère que prochainement, le gouvernement l'inscrira. Et puis, enfin, dernière chose, et j'en terminerai par là, c'est ce que disait Philippe Michel, le pas de temps. Est-ce que le PS2R va permettre d'équilibrer les budgets des collectivités? Non. Est-ce que le PS2R va permettre de verser les allocations aux 30 000 Calédoniens qui aujourd'hui sont au chômage? Non. Est-ce que le PS2R va attribuer des aides aux entreprises pour leur permettre de se reconstruire? Non. Donc, conclusion, pas de légitimité, pas le bon pas en termes de délai. Donc on n'est pas sur le même champ. Mais est-ce que ce ne serait pas plus facile finalement de réunir les deux plans derrière un seul projet? Non, parce que nous, on tient à ce que l'État, c'est le sens de la résolution adoptée par le Congrès, assume ses responsabilités. On est dans une situation dans laquelle l'État nous a mis, un, parce qu'il n'a pas nourri le dialogue politique, et qu'à la sortie, celui-ci est resté en jachère, deux, parce qu'il était incapable d'assumer l'ordre public. Donc l'État, comme ça a été le cas d'ailleurs après le cyclone Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où les dégâts étaient considérables, l'État a mis en place un plan quinquennal, et ce qu'on propose, c'est exactement la même chose que ce qui a été mis en place à ce moment-là, et ça va coûter 500 milliards sur les 5 prochaines années, parce qu'on ne va pas se relever du jour au lendemain du cataclysme économique et social dans lequel on est engagé. Un simple chiffre, en 2024, le budget de la Nouvelle-Calédonie aura été amputé de 80 milliards de francs CFP, un tiers des recettes en moins. Et toutes les collectivités sont impactées par la crise. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir. On entendait dans le sujet Louis Mapou affirmer, ou en tout cas insinuer que vous étiez à la manœuvre avec l'éveil océanien et l'UC pour peut-être renverser le gouvernement. Votre réaction ce soir à cette déclaration? D'abord, je suis très content que Louis Mapou, après 5 mois de silence, soit sorti de son terrier pour venir dire ce qu'il avait à dire. Plus sérieusement, on ne fait pas sauter un gouvernement comme ça. Ça veut dire quoi? Il faut véritablement que le gouvernement comprenne le fonctionnement des institutions en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement, c'est l'exécutif d'un pays. Exécutif, ça veut dire exécuter. Le gouvernement, il ne vote pas les lois du pays, le gouvernement, il ne vote pas les délibérations, c'est le Congrès. Le gouvernement, il est issu du Congrès, il procède du Congrès, parce que ce sont les formations politiques qui présentent des candidats. Donc, l'objectif que nous poursuivons, c'est que les intérêts des Calédoniens soient défendus. C'est ça que nous poursuivons. Or, l'État soutient le PS2R, pourquoi? Parce que le PS2R prend dans la poche des Calédoniens, alors que la résolution, elle prend dans la poche de l'État. Donc vous comprenez bien que l'État, entre prendre dans sa poche et soutenir le PS2R pour prendre dans la poche des Calédoniens, il a fait son choix. Pour vous, il est catégorique, il a déjà fait son choix, c'est clair. Il a fait son choix. D'ailleurs, il y a une proposition de convention qui est sur le bureau du gouvernement pour dire à quel point il a fait son choix et où il demande au Congrès et au gouvernement, au président du gouvernement plus exactement, de signer une convention dans laquelle il y a 3 réformes. C'est l'État qui demande ça. L'État qui demande ça. Première réforme, augmentation de 2 points de la TGC pour ramener 8 milliards de francs CFP, donc prendre 8 milliards de plus dans les poches des Calédoniens. Deuxième réforme, 1 point de CCS, vous savez, la contribution calédonienne de solidarité qui s'applique sur l'ensemble des revenus du capital et du travail. C'est 4 milliards de plus dans la poche des Calédoniens. Troisième réforme,
faire baisser de 2 points l'indice des fonctionnaires. Donc, conclusion, voilà ce à quoi nous amène le PS2R. Donc il ne faut pas se laisser faire, il faut défendre les intérêts des Calédoniens, défendre l'intérêt supérieur du pays, et c'est au travers de la résolution qu'on peut arriver à le faire. Après, qu'il y a un plan de réforme qui soit engagé, dès lors qu'il est délibéré par le Congrès, il a une légitimité pour être défendu. En l'état actuel, le PS2R ne l'a pas été. Le gouvernement, l'État justement, qui a été au centre des critiques cette semaine lors du débat d'orientation budgétaire à la province sud, il manque 17 milliards, même plus, dans les caisses, et ça pourrait avoir des conséquences désastreuses, notamment sur les dispositifs sociaux. Qu'est-ce que vous inspire cette situation ? Mais c'est chronique d'un désastre annoncé. Enfin, nous, ça fait 3 mois. La résolution, elle a été engagée début août. Elle a été votée le 28 août. Enfin, ce que je veux dire, pour nous, il est clair que vu le cataclysme qu'on est en train de subir, on ne va pas réussir à avoir les recettes fiscales nécessaires pour équilibrer nos budgets, on ne va pas avoir les cotisations sociales nécessaires pour équilibrer nos régimes sociaux. Donc ce qui s'est passé à la province sud se passera demain à la mairie de Nouméa et dans l'ensemble des communes, se passera demain dans les autres provinces. En clair, toutes les collectivités sont impactées à hauteur d'une réduction de leurs recettes entre 20 et 35%. C'est ça la réalité des choses. Vous voteriez, vous, un budget, par exemple, avec... Ah mais personne ne votera ces budgets, pas plus les indépendantistes que nous. L'État doit assumer ses responsabilités après le désastre dans lequel il nous a mis faute d'avoir été à la hauteur des enjeux. Il faut maintenant, en plus, qu'on assume et qu'on joue la voiture balai derrière. Non, donc l'État doit... Et j'ai bon espoir que dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, même si le gouvernement n'a rien prévu, à part un emprunt de 60 milliards que la Nouvelle-Calédonie va faire pour rembourser les avances qu'il nous a faites en 2024, qui est quand même ce qui relève du gag plus que de la proposition. Donc j'ai bon espoir que dans le projet de loi de finances 2025, les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'on est allé voir avec la délégation transpartisane feront les amendements transpartisans nécessaires pour intégrer le plan quinquennal dans le projet de loi de finances. Philippe Gomès, on va revenir également sur l'actualité du jour, cette mission du Forum des îles du Pacifique. Les premières rencontres ont donc eu lieu ce dimanche. Quelle est votre position sur cette mission ? Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose de concret, selon vous ? Vous savez, tout ce qui peut contribuer à renouer le dialogue entre les Calédoniens est une bonne chose, entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, entre les différentes communautés du pays. Donc dans ce cadre-là, cette mission doit être accueillie de manière positive. Les pays de la région peuvent apporter une contribution positive à ces liens qu'on doit absolument renouer entre nous, parce qu'il ne faut pas qu'on continue à se laisser aller dans la situation dans laquelle on est, il faut qu'on arrive à sortir la tête de l'eau, et pour ça cette mission peut être pertinente, au même titre d'ailleurs que l'autre mission. Justement, j'allais en parler, l'autre mission menée par les présidents de chambre, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, là encore vous attendez du positif ? On l'a demandé, cette mission, nous, en février 2024, avant même le 13 mai. On voyait bien que c'était en train de partir, comme on dit à la fois, en bouillon de brade. Et donc, conclusion, il fallait reprendre le dialogue politique d'une autre manière. On avait proposé à l'époque qu'une mission coprésidée par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat puisse venir jouer les bons offices en Nouvelle-Calédonie. Ça n'avait pas été retenu. On les a eus à l'époque au téléphone, Gérard Larcher comme Yael Braun-Pivet, mais l'exécutif n'était pas d'accord. C'est-à-dire, en clair, le président de la République et Gérald Darmanin n'étaient pas d'accord pour cette mission. Donc, c'est bien, elle revient au goût du jour, on s'en félicite. Ce sont 2 personnes de qualité, 2 personnes aguerries, 2 personnes d'expérience, et je crois qu'elles peuvent, là aussi, permettre de renouer les fils d'un dialogue interrompu et qui nous a coûté très très cher. Donc oui, tout ce qui vient nous aider à parler entre nous et avec l'État est une bonne chose. On peut envisager par exemple un retour de tout le monde à la table des discussions dans un avenir proche ? Il le faut. Enfin, je m'explique. Si il n'y a pas un retour de tout le monde à la table des discussions dans les mois qui viennent, parce que les élections c'est en novembre 2025, mais si on ne trouve pas un accord avant mars, avril, mai, ce ne sera pas possible. Donc on a un pas de temps qui est quand même un pas de temps raisonnable mais réduit. À partir de ce moment-là, on va s'enfoncer dans une guerre civile qui ne dira pas son nom. Le cataclysme économique et social se poursuivra et on finira, comme en d'autres temps et d'autres lieux, par des accords déviants sur lesquels tout le monde s'essuiera les pieds. Donc c'est un impératif absolu. Rapidement, un mot sur le pacte nickel avant de passer aux questions des internautes. François-Noël Buffet indiquait que l'État ne laissera pas tomber le projet, mais qu'il faudra le retravailler localement. Ça paraît presque illusoire, vu les difficultés énormes que traverse le secteur en ce moment. La déclaration du ministre, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, et qui est un homme de qualité et d'expérience, est complètement lunaire. Ce que je veux dire, nous, on s'est opposé au pacte nickel, vous le savez. Pourquoi ? Parce que, il faut des industriels et des investisseurs en face. Où sont les industriels et les investisseurs ? L'usine du Nord, il n'y en a plus. L'usine du Sud, il n'y en a plus. Et la SLN et Ramet a dit qu'ils n'investiraient pas. 2,
il faudrait qu'on finance là aussi le prix de l'électricité pour les industriels. Je rappelle que le pacte nickel prévoyait 8 milliards de francs CFP, encore, hein, l'État est un peu pavlovien sur le sujet, prévoyait 8 milliards de francs CFP d'impôts nouveaux, 2 points de TGC encore, pour payer l'électricité des industriels. On s'y est opposé, d'ailleurs le gouvernement était très engagé, le gouvernement Mapou était très engagé pour ce pacte nickel, est venu le défendre devant le Congrès, et le Congrès l'a refusé. Heureusement que le Congrès a refusé, on aurait 8 milliards d'impôts pour rien aujourd'hui. On comprend bien en tout cas que ce sera compliqué pour vous. Philippe Gomes, je vous propose de passer à présent aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Première question, quel avenir pour le nécessaire ajustement du corps électoral provincial ? Sujet sensible. Sujet sensible, on a toujours dit, Calédonie Ensemble a une position constante sur le sujet. Bien évidemment qu'il faudra réouvrir le corps électoral provincial au travers de nouvelles conditions d'acquisition de la citoyenneté. C'est un impératif non seulement démocratique, mais également humain, social. Sur sociétal. Une durée plus élevée que 10 ans, on imagine, hein ? On verra, je ne vais pas préjuger des conditions de la négociation. Mais ça doit se faire dans un accord global. On a toujours dit qu'il n'y aura pas de modification unilatérale du corps électoral. Cette modification doit s'insérer dans un accord global, dans un consensus global. Donc c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Et si on ne va pas le chercher, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de modification du corps électoral. Ou alors il y aura un nouveau 13 mai. Donc conclusion, il faut savoir tirer les enseignements de ce qui vient de se passer et qu'en ce qui nous concerne, nous avions très très largement annoncé. Deuxième question des internautes, pensez-vous que les non-indépendantistes puissent parler d'une seule voix dans les discussions à venir ? La seule fois où on a parlé d'une seule voix, c'est quand on met un bulletin non dans l'urne. Il y avait 3 mêmes lettres sur le bulletin, non à l'indépendance. Donc là-dessus, on se rassemble. Après, sur la manière dont on reste une Nouvelle-Calédonie au sein de la République qui continue à s'émanciper, on est sur des lignes très différentes. Comme vous le savez, Sonia Backès et un certain nombre d'autres défendent la partition, ou l'autonomisation, ou le fédéralisme interne, c'est la même chose, c'est une forme d'apartheid à l'échelle du pays qui n'a aucune chance de prospérer. Vous savez, dans le temps, dans beaucoup de pays, je pense en Algérie, il y a eu des tentatives pour créer une république qui soit une république à Oran, qui était une ville d'Algérie où les pieds noirs auraient été concentrés, au Vanuatu, pas loin de chez nous. Il y a eu l'idée de la république de Santo, où les francophones auraient été concentrés. En Afrique du Sud, on a eu les Bantoustans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces idées-là, à différentes époques et dans différents pays, ont conduit à une seule chose, c'est-à-dire une impasse. Donc, conclusion, il n'y a pas de perspective en dehors d'une Nouvelle-Calédonie une et indivisible. Alors, très rapidement, vraiment, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour conclure, troisième question d'internaute, la présence du FLNKS à la table des discussions reste-t-elle crédible avec la nomination à sa tête de Christian Théin ? Mais bien sûr, j'ai entendu que certains ne voulaient pas s'asseoir à la table des discussion avec l'Union calédonienne parce que c'était des terroristes. Mais si Jacques Lafleur avait raisonné comme ça en 1988, vous croyez qu'il aurait signé les accords de Matignon avec Jean-Marie Tjibaoulou alors qu'on sortait du drame d'Ouvéa? Ok, bien sûr qu'on peut condamner tout ce qui s'est passé, bien sûr que c'est insupportable pour le pays et pour la population. Pour autant, il faut être réaliste. À la sortie, s'il y a un accord, il sera avec l'Union calédonienne et avec l'UNI, c'est-à-dire avec l'ensemble du FLNKS. Ils ne choisissent pas les interlocuteurs chez nous, on ne doit pas les choisir chez eux. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Gomes d'être venu ce soir sur notre plateau.